Allez, l'enregistrement est Allez. lancé. On va partir. Donc, on va aller chercher notre semaine. Donc, toujours une semaine perturbée par un shutdown qui continue aux États-Unis, des statistiques sur certaines parties qui ne sortent pas. Vous l'avez remarqué que le calendrier économique se met à jour chaque jour et que d'un coup, on peut avoir une stat qui sort alors qu'elle n'était pas marquée au calendrier parce que subitement, ils arrivent à la produire. Mais donc, du coup, on ne peut pas trop l'anticiper. Il faut vraiment avoir toujours un œil sur le calendrier parce que quand elle sort pas comme ça d'un seul coup. Ils disent dans tant de minutes, elle va sortir. Et donc, du coup, c'est intéressant quand même de continuer à regarder le calendrier, même pendant une journée. On va avoir donc d'intéressants la production industrielle, surtout les taux d'utilisation des capacités industrielles. Bon, ça n'aura pas d'impact direct sur le marché, mais pour des analyses à venir du travail des cartes, ça peut être intéressant. « 16 heures, surtout les indicateurs avancés US. » Tout ça, c'est 16 heures. Donc, c'est tout dans le 16 heures et ce sera tout pour lundi, mardi 21 octobre. Mardi 21. On aura donc l'indice Redbook vente au détail comme d'habitude 14h55. Après 15h, Waller qui prend la parole et 21h30, Waller, acte 2. Le 22 octobre. Le 22, il n'y aura pas aussi les taux hypothécaires. Vous savez que moi, c'est quelque chose que je regarde. Donc ça, je vais le garder. Après, on va marquer l'obligation à 20 ans, 19h. Obligation 20 ans. Et à 22h, le vice-président de la Fed, M. Barr, qui s'exprimera le 23 octobre. On aura donc, comme d'habitude, s'il sort le chiffre du chômage, s'ils sortent d'ici là, 16h, on aura un discours de Bowman. C'est marqué donc 16h, Bowman, comme la semaine dernière. On aura dans la foulée 16h25, Barr, encore à nouveau, vice-président de la Fed. Excuse-moi, la vente des logements existants, ça vaut rien, ça? Non, ça va. D'accord. Moi, je me le marque pour voir comme un peu c'était avec la bougie de américaine. 16 heures, je pensais que ça allait avoir un truc. D'accord. Sur le Nasdaq, non. Après, moi, je me le marque pour faire les études, pour vous préparer le travail, mais voilà. Le 19h, le type 5 ans, qui peut être intéressant quand même. Et ce sera bon. Ah, quelqu'un qui pose une question. Non, c'est juste du bonjour. Pardon. Oh, hello. J'avais pas vu qu'il y avait. Salut Maurice. Salut. Salut Sacha. J'avais vu Nabila, mais je l'ai. Elle est arrivée, elle est partie. Allez, vendredi 24, peut-être, on va voir si on finit par les avoir, c'est cet IPC Core. IPC Core, 14h30. On espère l'avoir, finir par l'avoir, bien sûr. On devrait avoir après dans la foulée 15h45 PMI. Donc service, vous savez que le PMI service est toujours plus suivi que le manufacturier. Donc on a les deux PMI qui sortent à 15h45. Ce sera intéressant. Et 16h, tout ce qui est l'indice du Michigan, même si Powell n'est pas fan de ça. Reste que si c'est publié, ça intéresse le marché. Indice Michigan. 17h, l'IPC de la Fed de Cleveland.
Et donc, surtout, la semaine prochaine, ce qui va pouvoir nous intéresser, ce sera aussi les résultats des entreprises. Résultats des entreprises, donc, qui vont démarrer. Donc, avec donc mardi, Netflix en post-market, bien sûr, comme toujours. Netflix qui sortira ses résultats mardi soir après clôture. Netflix, toujours intéressant, souvenez-vous, pour la consommation de data, parce que Netflix, tout le monde se met à faire un peu la même chose que lui. Hein. En premier, c'est un de celui qui s'est fait le plus attaquer, Amazon Prime, Disney+, il se fait attaquer un peu de partout. Et puis Netflix, c'est quelque chose en fait qui est suivi aussi parce que c'est une consommation facile à mettre en place et à arrêter. Donc, ce qui fait que dans les premières dépenses, quand on a besoin de se limiter, Netflix, il n'y a pas d'engagement. On clique sur le bouton, c'est terminé. Donc, voilà pourquoi c'est suivi. On va avoir General Motors. Bon, pour nous, directement sur le Nasdaq, ça ne va pas avoir d'impact, mais ça va quand même être intéressant mardi. C'est avant l'ouverture du marché. Et mardi, on n'a pas grand chose non plus. Donc, ça peut donner un effet, en tout cas, à l'ouverture pour certains. Mercredi, on va avoir Tesla en post-market qui va présenter ses résultats. Donc Tesla, assez intéressant de voir les chiffres de Tesla, notamment pourquoi? Parce que Tesla, c'est de l'exportation de terres rares chinoises, de l'exportation de produits chinois massive. Donc, très intéressant de voir un petit peu ces résultats et de voir l'impact de consommation qu'il peut y avoir, forcément. Jeudi 23, rien de vraiment déterminant, pardon. Intel, peut-être dans une moindre mesure, mais qui sera intéressant à jeter un coup d'œil, pas pour avoir une bougie en off-market, mais pour se rendre compte un peu le lendemain de où c'est que on peut être. Voilà un petit peu pour cette semaine, du moins pour les résultats. Et donc, qui complète cette semaine de calendrier, une semaine qui va être quand même un peu intéressante, parce qu'il n'y a pas énormément de stats, mais il y a quand même les résultats d'entreprise. Et bon, les résultats d'entreprise, ça devient un petit peu l'élément principal. Pour démarrer, du coup, cette présentation, qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui va être intéressant? On va répondre d'abord aux questions. Donc, j'ai reçu des questions notamment de Nicolas par mail. J'en ai pas reçu d'autres. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions en live, si vous aviez prévu de les poser, vous me le dites. Donc, Nicolas, il nous demande si on peut rappeler, qu'est-ce que c'est que le trader retail? En fait, il y a deux types d'acteurs sur le marché. Moi, je vous dirais surtout, bien souvent, je distingue personnellement trois types d'acteurs sur le marché. Donc, depuis 2008 notamment, mais si vous lisez des bouquins ou si vous lisez des magazines, souvent on va vous parler de deux types d'acteurs. Moi, je distingue trois types d'acteurs. Je vous dirais donc le power money que j'appelle, les institutionnels, en fait, qui sont regroupés normalement avec la smart money. Donc ça, c'est un type d'acteur. Pour moi, le power money, c'est devenu un type d'acteur à part entière depuis la crise des subprimes, puisque depuis qu'il intervient en fait sur les marchés et qu'il se laisse le choix de pouvoir, justement, vous voyez ici le bilan de la Fed, de pouvoir engager des fonds sur le marché financier. Donc, il peut influencer le marché financier. Donc, du coup, je considère qu'on peut le traiter comme un acteur à part entière du marché. Donc, peut-être que ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir voir les questions des gens, hop, je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà, mais je peux dire bonjour. Hello les gars, parce que je n'avais pas dit bonjour. Pardon. Donc, du coup, ce qui va être intéressant, c'est
Le trader retail, donc nous demande Nicolas, le trader retail, c'est quoi? Donc c'est un acteur du marché. Donc dans le marché, on va distinguer trois. Moi, personnellement, je compte trois différents types d'acteurs. Le premier, je vous ai dit le power money, hein, l'institutionnel, donc plutôt tout ce qui est banque centrale ou vraiment gros style BlackRock, hein, qui peuvent en fait influencer le marché à part entière. Après, on va y trouver donc dans ce marché la smart money. La smart money, ça se compose des principaux acteurs, des gros fonds d'investissement ou des banques. C'est pourquoi on appelle ça la smart money. Smart, ben, c'est l'intelligence, hein, c'est le fait d'être voilà, d'être smart, d'être malin, d'être intelligent. Et donc, en fait, tout simplement, pourquoi on les appelle comme ça, c'est parce qu'ils ont un savoir-faire du Smart, marché. ça veut dire intelligent? Ouais. Pardon, je ne savais pas. Et donc, c'est qu'ils ont un savoir-faire sur le marché que n'ont pas les autres acteurs. Et les autres acteurs, c'est qui? Ben, c'est le trader retail. Retail, ben, c'est comme les petits magasins, hein, les petits shops. Le retail, c'est le détail. Et donc, le trader au détail, c'est nous, hein, c'est le trader particulier. Donc, ça va être vraiment le Gérard qui achète son action fétiche LVMH ou Google a vraiment quand même un des plus gros détenteurs un peu plus intéressants. Mais en tout cas, ça va être vraiment le trader en compte propre, en compte individuel en tout cas, particulier. Voilà. Il me demande aussi si je peux réexpliquer les histogrammes, notamment sur la prévision d'inflation et l'impact sur les graphiques. Bon, ça, c'est un manque de présence au travail des cartes, hein, parce qu'au travail du dimanche, on l'a fait énormément de fois. Pour faire simple, l'inflation, est-ce que vous aimez l'inflation? Ben non. Bon, voilà, donc personne n'aime l'inflation. Donc, plus il y a d'inflation, moins il y a de consommation, normalement, du moins. Et pourquoi il peut y avoir de l'inflation? Il peut y avoir de l'inflation parce qu'il y a plus d'argent qui circule. Donc, tout ce qui va être effet inflationniste, ça peut être des augmentations de salaire, etc. Si il y a aussi un contexte géopolitique qui peut amener de l'inflation. S'il y a de l'inflation, est-ce que vous allez demander à votre patron, ou est-ce que si vous allez être intéressé de changer de travail pour gagner plus? Oui, vous allez moins regarder votre confort, vous allez regarder combien vous gagnez en premier. Pourquoi en premier lieu vous allez regarder ça? Parce que vous ne voulez pas baisser votre rythme de vie. Si demain tout le monde se met à gagner 4 000 euros par mois, forcément cool. ça va avoir un effet très inflationniste sur le produit lambda, parce que ça voudrait dire que tout le monde peut avoir accès quasiment à tout, et donc pour que certains produits restent non accessibles, leur prix monterait drastiquement. Okay, c'est une question d'offre et de demande. Donc, quel est le seul moyen pour les banques centrales de lutter contre l'inflation? Un des seuls moyens, c'est pas le seul, mais le principal moyen pour lutter contre l'inflation, c'est les taux directeurs. Et donc, s'il y a de l'inflation, on va monter les taux directeurs de crédit, on va monter les taux auxquels on fabrique l'argent, hein, puisque les banques, quand vous allez emprunter un crédit, notamment, normalement, avant tout immobilier ou même conso, se fixent par rapport à ce taux auquel eux, on leur prête, auquel eux, les banques centrales, prêtent à la banque qui vous le prête après. Donc, plus ces taux sont élevés, moins vous allez faire de crédit, moins vous allez souscrire à des crédits, donc moins vous allez consommer. Et donc, quelque part, moins vous consommez, moins vous contribuez à l'inflation, puisque comme il n'y a pas de demande, eh ben, il n'y a pas 36 solutions. Soit l'entreprise, elle ne réimpacte pas l'inflation de sa matière première parce qu'elle veut continuer à avoir du client, soit si elle le réimpacte, il n'y aura pas de vente et donc sa matière première va rebaisser puisque de toute façon, sur elle-même, chez ses fournisseurs, il y aura moins de demandes ou pas de demandes. Donc, du coup, ils seront eux-mêmes obligés de baisser les prix pour pour pouvoir continuer à trouver des clients. Voilà, donc ce qui semble assez logiquement cohérent. Donc, moins de croissance d'entreprise. S'il y a de l'inflation, il n'y a pas de baisse de taux, les taux restent élevés. Si les taux restent élevés, il y a moins de consommation, moins de croissance d'entreprise. S'il y a moins de croissance d'entreprise, à votre avis, est-ce que les marchés ils montent ou ils descendent? Bon, en tout cas, actuellement, ce qui nous rassure, c'est qu'ils descendent.
Et le target de la Fed sur l'inflation, pour rappel, c'est 2%. Donc aujourd'hui, on tourne plutôt autour des 3%, 3,10% que 2. Et donc, la Fed ne peut pas baisser ses taux trop prématurément parce qu'elle remettrait une pièce dans la machine de l'inflation, puisqu'elle redonnerait envie aux consommateurs de consommer. Donc, c'est ça un petit peu son piège. Voilà. Les 3%, c'est bon, 3% à peu près, c'est sain, non? 3%, c'est pas mauvais pour une économie. Hein. Économiquement, on trouve ça pas mauvais, on trouve ça plutôt bon. C'est dangereux quand on est sur du 4-5%, parce qu'il faut qu'il y ait une croissance en face qui suive. Hein. 3%, ça commence à être des chiffres qui sont cohérents au niveau économique, mais la Fed a un target de 2% parce qu'elle préférerait avoir 2% d'inflation au maximum pour pouvoir baisser ses taux justement aux alentours des 2%. Okay. Donc, bonsoir Olivier. Donc, du coup, Olivier. On va démarrer un petit peu, on a fini avec les questions, on va démarrer un petit peu plus avec ce que l'on a eu à apprendre cette semaine et ce qu'on a eu d'intéressant cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant cette semaine? C'est que vous ne l'avez pas vu sûrement, vous ne l'avez pas ressenti directement sur le marché, mais là, pour les plus assidus du travail des cartes, souvenez-vous que le 23 mars, on avait parlé, suite à un passage du FOMC, c'était une semaine d'FOMC, il y avait eu Powell qui nous avait rajouté en substance comme ça, hein, dans son discours, et je vous en avais parlé, je vous avais un petit peu expliqué ce que ça voulait dire. Il avait expliqué qu'il y avait quelques signes de resserrement sur les marchés monétaires. Et donc, on avait dit, c'est quoi le marché monétaire? Et donc, je vous avais dit, pour imager un petit peu le truc, le marché monétaire, c'est l'huile dans le moteur d'une voiture. Donc, pour que le moteur fonctionne, pour que les banques, elles se prêtent, il faut que l'huile, elle puisse circuler. Pour que le moteur fonctionne, il faut que l'huile, elle puisse circuler. Si on dit qu'on a un resserrement, ça veut dire qu'en fait, l'huile, elle continue de circuler, mais elle circule moins vite. Elle est serrée. Donc, il nous avait dit, le mot exact, c'était increased tightness in money market. Donc, il y avait une augmentation du resserrement, de l'étroitesse du marché monétaire. Okay. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques, entre elles, elles se font aussi des crédits. Hein. Elles font du crédit auprès des banques centrales, mais après, elles se font du crédit entre elles. Et donc, ce crédit qu'elles se font entre elles, notamment ce qu'on appelle enfin, peu importe, c'est overnight, mais peu importe, c'est pas grave. Ce crédit qu'elles se font entre elles, c'est des marchés un petit peu interbancaires de crédit. D'accord? Pour que c'est une liquidité qui circule. Pour que cette liquidité elle circule, pour que les banques aient envie de se prêter entre elles, et donc de s'entraider hein, quelque part, de se tirer vers le haut, il faut qu'elles aient confiance en elles. Okay. Moi, si je suis détenteur de fonds et que j'ai emprunté auprès de la Banque fédérale un montant, une poche d'allocation à divers crédits, si je n'ai pas réussi à les vendre, quelque part, moi, je me suis endetté et je dois payer un pourcentage, mais je n'ai pas revendu ça à mon client. Donc, il vaut mieux que je le revende à une banque concurrente pour que ça ne me coûte pas d'argent, plutôt que je le garde en stock et que je paye des intérêts sur une somme que je ne revends pas à des clients. Jusque-là, normalement, c'est assez simple et évident pour tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que qu'est-ce qui se passe? C'est que si on a un manque de confiance entre banques, on se dit, écoute, peut-être qu'il vaut mieux que je stocke cet argent plutôt que de le partager. Pourquoi? Parce que si je le partage mais qu'on ne me paye pas, j'aurais perdu et le capital et les intérêts. Hein. Donc, voilà un petit peu ce que c'est que l'effet du marché monétaire de l'échange interbancaire. Et donc, on avait identifié que Powell, il avait parlé de ce resserrement, hein, de cette étroitesse, et qu'il y avait un petit... Il commence à parler d'un manque un petit peu de liquidité. Et donc, on avait comparé ça à l'époque, justement, hors Covid, plus à l'époque, puisque le Covid, quand même, fausse un petit peu ce genre de données, mais à la période notamment de Trump, et on avait dit que c'était un petit peu délicat pour la Fed, parce que
justement, si on devait avoir un manque de circulation de la liquidité, ça pouvait être aussi un effet lié aux décisions de Trump et à l'incertitude que créait Trump sur certaines parties économiques. D'accord ? Je ne sais pas si vous vous souvenez pour certains, mais en tout cas, on avait un petit peu dégrossi ça. Voilà. Ça avait attiré notre attention, ou mon attention, et on en avait parlé, parce que l'économie, elle a besoin de ça. Hein, elle a besoin que le secteur bancaire il soit solidaire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est qu'on a First Brand, un équipement du secteur automobile, et une société prêteur dans le secteur aussi auto, qui fait des prêts, notamment des prêts subprime. Hein, ça vous rappelle, pour certains certainement, en tout cas le mot subprime rappelle des mauvais souvenirs au monde entier. Il fait des prêts auto et ils ont annoncé tous les deux un défaut de paiement. Ils ont annoncé tous les deux qu'ils faisaient faillite. La banque Jeffrey a à peu près 700 millions suite à ces faillites de défaut de paiement. Hein, donc, la banque Jeffrey a publié qu'elle aurait 700 millions d'exposition sur ces faillites-là. On a même JP Morgan qui est exposé à un peu plus de 100 millions, Goldman Sachs, etc. Ils sont tous exposés à ces faillites-là. C'est des montants, certes, complètement absorbables pour eux, clairement, pour ces institutions-là. Quand on est JP Morgan, si on perd 700 millions de dollars, on va s'en relever. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas le débat. D'accord ? Mais ça ramène quand même le sujet du défaut de paiement sur le devant de la scène aux USA. Et ça rappelle en plus des mauvais souvenirs, puisqu'on parle quand même de prêteurs qui prêtaient notamment sur des prêts subprime. Et donc là, le sujet du crédit et du défaut, il revient un petit peu 15 ans après. Là, on a Dimon, le président de JP Morgan, qui forcément a fait des déclarations. Cela dit, la semaine dernière, vous voyez que là, dans la semaine à venir, on va avoir les résultats de Netflix et de Tesla qui enclenchent le résultat des 7 magnifiques. Donc, la semaine prochaine, on aura, en plus de la Fed, les résultats de Apple, Amazon, Microsoft, Google. Donc, on va avoir une semaine de machine à laver. Mais JP Morgan donc, a publié des très bons résultats. Le secteur bancaire en général a publié des très bons résultats. Mais Dimon, il déclare que on a eu une très grosse phase d'expansion sur le crédit privé aux entreprises et dans le secteur bancaire, plus du crédit non bancaire, ce qu'on appelle le shadow banking, c'est du crédit qui est financé en fait, qui est financé mais de manière non bancaire. Et il dit que depuis donc 12-15 ans, on a eu une forte croissance de ces types de crédits-là aux entreprises et qu'on observe des petits craquements, il dit, des cracks, et que ces craquements dans les entreprises qui font preuve de difficultés et donc des risques de défaut de paiement. Donc, quid du ralentissement économique, puisque lui-même ne parle pas de récession, Dimon, mais il dit quand même que c'est normal. Alors, il dit que, en fait, ces craquements, c'est normal de trouver ces craquements sur un downturn. Donc, un downturn, ça veut dire quoi? Un retournement de ces crédits-là ou de l'activité de ces entreprises-là. Et donc, il dit que c'est normal qu'on ait ces petits craquements, mais c'est quand même un risque. Du coup, il affronte le risque en disant que la banque est exposée à ces risques-là, parce que suite à une forte croissance, en fait, comme toute économie, comme tout marché, que ce soit un marché de crédit ou que ce soit des marchés n'importe lesquels, on a toujours des périodes de croissance, et après des périodes de croissance, on a des périodes de downturn, des périodes de retournement, et on va survivre à cette période de retournement et repartir, mais en tout cas, c'est normal qu'on va devoir faire face à des baisses, à des défauts de paiement sur ce secteur-là. Donc, vous allez me dire si les banques, elles peuvent absorber l'inquiétude, du coup, ce serait quoi? Parce que si on est en train de dire, en gros, le président de JP Morgan, il est en train d'annoncer qu'on va avoir des défauts de paiement, mais que c'est normal et que les banques, et moi je vous dis 700 millions pour eux, c'est acceptable. C'est quoi alors l'inquiétude? L'inquiétude, c'est qu'aux US, il y a beaucoup de banques régionales.
Et les banques régionales, elles, forcément, elles portent leur nom, hein, c'est des banques régionales, donc elles s'engagent, elles ont pour vocation de s'engager en local et de financer des projets qui sont sur des portefeuilles plus, comment dire, plus lambda que les grosses banques nationales. Donc, si on prend là dans le chat pour les personnes qui sont de par chez moi, si vous prenez, vous avez des banques nationales en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y a BNP Paribas et Société Générale essentiellement. Et après, vous avez tout le reste, c'est énormément de banques régionales. Banque Populaire, Caisse d'épargne du Sud, vous allez avoir Crédit Agricole Méditerranée. Chaque fois, c'est parce que c'est des banques régionales, en fait, des poches régionales de l'enseigne. Donc, aux États-Unis, les banques régionales sont assez prisées. Et nous, là, si vous achetez en région, souvent, vous allez, pourquoi vous financez votre achat, votre maison ou vos crédits, vous les faites plutôt à la Banque Populaire ou je ne sais qu'est-ce, au Crédit Agricole du coin. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va dire qu'ils ont une étiquette eux-mêmes de connaissance du secteur plus adaptée que la BNP ou la Société Générale, et donc ils sont souvent mieux placés en taux et plus prêts à prendre des risques sur le local parce qu'ils ont normalement un savoir-faire local qui est plus présent. Donc ces entreprises-là, ces banques régionales-là, elles visent des portefeuilles un peu plus lambda et plus avec cette étiquette de local. Donc, il y a 2 banques régionales qui ont annoncé qu'elles se sentent fortement exposées au secteur industriel et notamment automobile, hein, à ces défauts de paiement. Notamment la banque Zion Bank Corporation, qui, elle, a carrément dit qu'elle avait eu un défaut de paiement de 50 millions de dollars de pertes sèches qu'elle devait accepter. Et donc là, ça commence un petit peu à gronder, quoi. C'est-à-dire qu'on a deux sociétés assez importantes qui font faillite, dans lesquelles sont exposées les plus grosses banques du pays. Ces sociétés-là, forcément, si elles sont exposées aux plus grosses banques du pays, on se doute que il y a forcément directement ou indirectement un impact auprès de banques locales aussi, hein, que ce soit à travers la circulation de l'argent, comme je vous disais avant, entre banques nationales et régionales, et donc soit que ce soit directement au niveau régional auprès de ces enseignes-là. Et on a carrément aussi donc 2 banques régionales qui annoncent être exposées et se sentir exposées du moins aux défauts de paiement du secteur industriel et automobile. Et on a Zion Bank Corporation qui, lui, confirme avoir une perte de 50 millions de dollars direct. Donc, en 2022, on avait eu un thème comme ça un petit peu avec les banques régionales, notamment avec SVB qui avait trop financé toutes les entreprises de la tech. Je ne sais pas si certains qui peut-être s'intéresser au sujet avaient suivi et qui se retrouvaient en fait sans garantie. Et donc la Fed avait dû intervenir et redistribuer la dette à des banques plus garantes parce qu'en fait finalement SVB se retrouvait qu'ils n'avaient pas les fonds pour garantir ce qu'ils avaient prêté à des startups ou à des licornes qui valorisaient un capital énorme mais qui ne dégagent zéro bénéfice finalement, quoi. Donc voilà. Donc, quel impact ça peut avoir sur les marchés? L'impact, vous voyez, moi, je le vois ici. Ça, c'est quoi? C'est le VIX. Le VIX, souvenez-vous, on en a parlé aussi la semaine dernière. On disait que le VIX, il était, regardez, sur des points un peu plus bas ici. D'accord? Ça fait un moment qu'il teste ces points bas. Et on avait dessiné comme ça... et on avait dessiné comme ça... Si certains veulent intervenir, vous pouvez. Hein. On avait dessiné comme ça en disant que voilà, on avait ici une certaine forme de pression plus baissière sur le VIX et on avait dit, voilà, soit en fait l'épisode du tweet de Trump, c'est un coup d'épée dans l'eau et le VIX va directement retomber vers garder en fait sa trajectoire et retourner vers les plus hauts historiques et revenir plutôt travailler le point bas ici de la zone VIX, soit il va rester sur cette dynamique et aller chercher des plus hauts. Okay, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on voit que le VIX finalement monte pas mal. D'accord.
et que surtout, il revient sur des niveaux, vous voyez, des niveaux quand même qui commencent à être des niveaux clés assez élevés finalement par rapport à ce que on peut avoir l'habitude de connaître. Hein, et que si il les casse, bien souvent, quand il les casse, il va chercher des zones vraiment très, très, très hautes. Okay, et qu'est-ce que ça veut dire quand on a le VIX qui remonte comme ça énormément? Eh ben, c'est très simple, hein, le VIX monte quand le marché a des forts mouvements, de la forte volatilité. Okay, attendez, je vais ouvrir. Mais là, il peut aussi s'effondrer, puisque chaque fois qu'il touche ces petits pics, là, il s'effondre. Non, c'est pas possible. Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir. D'accord. Tout à fait. Il peut, de toute façon, le VIX, c'est un actif. C'est un actif futur, hein, c'est un actif, c'est pas comme quand on achète du Google, c'est pas un actif direct, mais c'est un actif. Donc l'actif, comme tout actif, va se trader comme tout graphique. C'est-à-dire que ben, j'ai une zone haute. Si je casse la zone haute, je peux aller sur la précédente zone haute, hein, comme on a l'habitude de trader. Soit je vais taper la zone haute et qu'est-ce qui peut se passer, c'est que je peux prendre un gros refoul vendeur et revenir directement finalement sur la zone ici qui était ma pression baissière, hein, qui était mon axe depuis, vous voyez, hein, depuis plus ou moins avril de cette année, quoi, mai de cette année. Okay, donc forcément, oui, c'est possible. Là, nous, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, qu'est-ce que c'est qui fait que le VIX, comme ça, remonte? Parce que le VIX, finalement, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on voit que lui, il est dans une dynamique de volatilité forte. Hein, et que, par contre, si je vous mets cette image-là, hop, est-ce que vraiment le marché est, si je vous montre d'abord ça, est-ce que vous allez me dire, je vous dis ici le VIX, il est, regardez ici avant donc le tweet de Trump le 10 octobre, le VIX, il est où? On va le mettre à côté. Le 10 octobre, il doit être par ici, vous voyez. Donc il est là, il est à 16 à peu près, 17, vous voyez, il est un peu au-dessus de 16. Est-ce que si je vous montre cette évolution-là, ok, avec un marché qui est à 25 000 au lieu de 25 400, donc 400 points d'écart, est-ce que vous me dites le VIX, il a pris 10 points? Mais non, au Je contraire. n'ai pas l'impression, alors autant quand je suis ici, ou à la rigueur même ici, je me dis, ok, potentiellement là, ben, le VIX, vous me dites que le VIX, il a pris 10 points de hausse, oui, on peut avoir un potentiel de pression baissière assez forte qui peut ramener, ben, on l'avait vu la semaine d'avant, hein, qui peut ramener le marché sur des points beaucoup plus bas. Autant là, finalement, j'ai passé ma semaine dans une zone assez dans un range. Et est-ce que le VIX, lui, il a rangé? Pas du tout. Le VIX, il est allé sur une zone qu'on peut identifier comme une zone haute, depuis sa zone la plus haute depuis juillet de l'année dernière. Vous voyez, juillet de l'an dernier, et depuis juillet de l'année dernière, il y est allé que 2 fois sur cette même zone. Vous voyez, ici, ici. Donc là, juillet l'année dernière, il y est allé une fois fin d'année 2025 et 2 fois au moment où Trump a tweeté. Donc là, c'est les 2 effets Trump. OK, voilà. Donc, c'est quand même assez surprenant d'avoir un VIX qui est aussi haut avec un marché qui est aussi haut, qui baisse un peu, mais qui ne baisse pas tant que ça. Non. On parle d'un marché qui a perdu 400 points, qui a perdu même pas 2%. Vous voyez, 25 400, ça fait 1%, ça fait 250. Donc, il a perdu même pas 2%. Le VIX, lui, a gagné plus de 10%. Alors, vous allez me dire, ben, du coup, pourquoi ce VIX, il nous intéresse tant? Parce que le VIX, c'est un marché de couverture. Okay, et donc, si c'est un marché de couverture, il n'y a pas 36 solutions. Soit on a la couverture, en fait, qui est en train de se faire. Soit on achète du VIX pour se couvrir,
Donc, soit on achète du VIX en se disant, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du VIX, je vais me couvrir la volatilité que je peux avoir sur les actions, mais je me dis que le bras de fer un petit peu US-Chine, le tweet de Trump la semaine dernière, la réponse de la Chine, les différentes communications de la, de la de la Maison Blanche, avec certaines communications où ils ont dit que Trump rencontrerait Xi Jinping, mais que ils n'allaient pas céder, mais qu'en même temps, ils regardaient ce qui se passait sur les marchés, que l'intérêt n'était pas de sanctionner les entreprises, etc. Donc, en fait, déjà, on a une Maison Blanche qui confirme qu'elle va prendre des décisions en fonction aussi de comment réagissent les marchés. Déjà, c'est lunaire, quoi. Là, on a carrément le porte-parole de la Maison-Blanche qui nous explique qu'il est capable de manipuler les marchés, quoi. En gros, en 2 mots, c'est un peu ce qu'il dit, puisque on prend des décisions en surveillant ce qui se passe. Bon, ben, moi, je sais pas, c'est lunaire, quoi. Mais peu importe, à la rigueur. Donc, soit on achète du VIX en se disant, on ne croit pas, en fait, c'est un feu de paille, et on se dit, ben, quand ils vont tweeter qu'ils se sont mis d'accord, on est reparti sur le rallye haussier, tout est bien qui finit bien, Trump et Xi sont les meilleurs amis du monde et on va péter le plus haut de tous les temps, facilement, parce que quand même, regardez la structure de cette courbe, hein, depuis le début d'année, depuis avril. Hein, ok. Donc soit, ben, voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes, soit si tout n'est pas beau dans le meilleur des mondes, à un moment donné, le VIX, par contre, il va décrocher. Et si j'ai soit j'ai un marché qui du coup se dit, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ne vais pas vraiment alléger mon portefeuille sur les actions, mais dans ce risque général, je vais quand même me couvrir parce qu'on ne sait jamais si ça se met à péter. Péter sur le coup de Trump, péter sur une news telle que celle qu'on entend sur les faillites. Faudrait pas que demain ce soit une banque un peu plus grosse qui nous l'annonce. Faudrait pas que ce soit des mauvais résultats, sachant qu'il y a des statistiques qui ne sortent plus depuis 15 jours. Faudrait pas que ce soit une Fed qui annonce la semaine prochaine finalement qu'elle décide qu'elle baissera pas les taux, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du VIX pour me couvrir. Comme ça, même si les actions, d'un seul coup, il y a un peu un effondrement, il y aura une volatilité sur le VIX qui va monter fort et qui couvrira en fait ma perte des actions. Ok. Ce que je gagne d'un côté lave ce que je perds de l'autre. Et pourquoi on peut penser qu'on est dans ce deuxième raisonnement où on achète quelque part de la couverture et que en plus, à terme, on va viser un allègement du portefeuille, d'accord? Parce que donc ça, c'est la phase 1. On a 2 visions. Soit on est dans la vision j'achète du VIX pour me couvrir et si, même s'ils se mettent d'accord, quelque part, moi j'aurais été prévoyant et quand les actions vont flamber, j'aurais juste à vendre mon VIX et quelque part, c'est pas grave, ma perte sur le VIX sera récupérée par ma flambée des actions et quelque part je me couvre au cas où d'un événement. Soit on se dit j'achète du VIX maintenant qu'il est bas, parce que je sais que dans quelques temps, je vais alléger mon portefeuille d'actions et que je vais générer de la volatilité. Et que ce VIX, il est voué à monter à 40 ou 50. Et que quand il monte à 40 ou 50, normalement, même s'il reste, vous voyez, sur une pression un peu plus baissière ici, par contre, moi, ça voudra dire que les actions, elles ont dégazé. Et donc, je vais vendre, je vais m'alléger le portefeuille actions et en même temps que je vends des actions, je vais me gaver sur le VIX. OK. Pourquoi je pense qu'on peut avoir un potentiel chemin vers ça? C'est que tout simplement, on a quand même on a cette question des banques, comme on vient de voir, et on a aussi des semaines de résultats qui arrivent. Et donc, on peut penser quand même, alors que on a des fonds disponibles qui sont de plus en plus élevés sur les marchés. Je ne vous ai pas montré, attendez, parce que j'ai sauté un chapitre, on va dire, de ce que je vous avais préparé. Mais regardez, donc ça,
c'est dans la disponibilité, la circulation de l'argent, dans ce qu'on disait, quand l'argent circule entre les banques. Et donc, le taux auquel les banques se prêtent entre elles. Normalement, ce taux, il doit être quasiment proche de, du taux directeur de la Fed. Et ce qui est intéressant, c'est donc de regarder, parce que là, il n'est pas actualisé sur la première image, ce qui est intéressant, c'est de voir, vous voyez ici, qu'on était même un peu plus bas, vous voyez, que ce que prêtait la Fed. La Fed et on était pile, entre les deux. La Fed est entre 4 et 4,25, et donc on était entre les deux sur tout septembre. Si on met même 3 mois, vous allez voir que ici, forcément, baisse des taux de la Fed, poum, on descend, et on est bien entre les deux, vous voyez, sur entre le taux de la Fed. Okay. Et là, on voit que depuis le 8 octobre, le 8 octobre, c'était justement la semaine là où Trump a tweeté depuis le 10, vous voyez qu'on a eu ici une remontée assez nette de ce taux entre lesquels les banques se prêtent. Et que vient s'ajouter à ça, justement, les nouvelles d'exposition à de la défaillance, à un risque de perte d'argent, de défaut de paiement sur les banques. Et donc, on peut penser que ça va continuer de monter un petit peu. Et comment la Fed, elle peut lutter contre ça? Elle n'a pas 36 solutions. Et c'est pour ça que, pour moi, il faut compter quand même aussi la Fed comme un acteur du marché. C'est que la Fed, elle n'a pas 36 solutions, elle est obligée d'investir et d'injecter de l'argent. Alors, regardez par exemple ici, quand on prend le taux auquel se prêtaient les banques, on a ici deux pics que vous voyez en 2018 et 2019, chaque fois vers le mois de septembre, octobre. En plus, là, on a chaque fois ici ces deux pics où l'argent était vraiment plus bloqué. Et si on prend le bilan de la Fed, on voit bien ici que le bilan de la Fed était plutôt sur une phase de stagnation et après de baisse, de correction au niveau du bilan, et qu'en 2019, ici, c'est le moment où hop, ils ont réinjecté ici sur la fin d'année 2019. Pourquoi? Parce que c'était l'arrivée dans le monde un petit peu du Covid, fin d'année 2019. On n'était pas encore, si vous voulez, on ne savait pas encore on ne savait pas encore ce qui allait se passer, mais on savait que la Chine démarrait à avoir quelques cas, etc. Et donc la Fed, elle, a compensé par un investissement, vous voyez, avec son bilan. Et ça arrivait après une phase de baisse assez prononcée. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que la phase de baisse de la Fed, elle est assez marquée depuis maintenant quand même un bon bout de temps. Et donc, je ne serais pas étonné s'il y a un petit blocage naissant dans les marchés interbancaires, qu'on ait une réinjection un petit peu de la Fed ici et qu'on ait une remontée un petit peu du bilan de la Fed qui vienne compenser en fait, si vous voulez, cette montée-là, là, on n'a pas sur ce graphe, c'est pour ça que je suis allé chercher l'autre, s'il continue à monter et qu'il revient, en fait, plus vers des 4,5, alors que on est normalement la semaine prochaine à 3,75 au niveau des taux de la Fed. Voilà. Donc, on aurait quand même un décalage. Et ce décalage, il intervient donc sur ce fond-là de bilan de Fed. Alors, comme j'avais sauté le chapitre, je reviens un petit peu à ce qu'on disait, excusez-moi. Donc voilà, donc du coup, je pense que la smart money, ceux qui sont détenteurs de fonds, ils ont cet intérêt un petit peu de se couvrir sur le VIX en se disant, OK, on va se couvrir sur le VIX. Il y a quand même des résultats d'entreprise qui doivent être publiés, donc on va se laisser le temps de les obtenir. S'ils sont quand même très bons, on ne va pas maintenant vendre des actions qui vont avoir des résultats très bons dans 5 jours. Ça fait 3 mois qu'on les tient. Ce n'est pas le moment de les vendre. Je pense que ça, on va être d'accord. On a un FOMC qui arrive le 29 octobre et on a le quid de la rencontre Xi Jinping et Trump au sommet de Corée qui se tient du 29 octobre au 1er novembre. Tiens. Donc, en fait, la semaine du 29 octobre, elle va être quand même déterminante. Résultat d'entreprise, FOMC et sommet Xi Jinping-Trump. D'accord? Où Trump dit qu'il est censé rencontrer Xi Jinping,
mais que la Chine ne confirme pas. D'accord. Donc, pourquoi il ne confirme pas et pourquoi lui, il le dit aussi fort? Est-ce que finalement, il le dit aussi fort pour que ça arrive ou c'est parce que c'est officiel? Pourquoi les autres ne le confirment pas? Si, en tout cas, comment dire? Si en tout cas, cette rencontre ne devait pas avoir lieu, alors qu'elle a été annoncée, réannoncée et réannoncée, à un moment donné, quid du marché? Qu'est-ce qu'il va penser le marché? Une fois qu'il aura eu ses résultats, une fois qu'il aura eu sa baisse de taux du FOMC, et souvenez-vous que le FOMC a annoncé que effectivement on était dans une baisse de taux acquise, plus ou moins une deuxième baisse de taux acquise d'ici la fin de l'année, mais que la troisième baisse de taux était, souvenez-vous, plus partagée par les membres. Il y a plus de débats au sein de la Fed pour la baisse une troisième baisse d'ici la fin de l'année. Donc, en fait, à quoi réellement s'attendre si d'ici la fin de l'année, on n'a pas en fait ce que peut attendre le marché, donc notamment les 3 baisses de taux. Qu'est-ce que va pouvoir dire la Fed? Est-ce que quand la Fed va prendre la parole, elle va parler de ce problème de liquidité interbancaire, de ces taux qui remontent, donc ce potentiel inversement de confiance entre les banques elles-mêmes, de ce potentiel risque du défaut de paiement sur les banques régionales? Est-ce qu'elle va en parler? Si elle en parle, dans quelle mesure, comment Powell mesure ça, puisqu'il en avait quand même déjà parlé en mars, et nous, on n'en voit les conséquences qu'en octobre, donc ça veut dire qu'il était déjà un petit peu, lui, c'est là où on se rend compte un petit peu du genre d'informations qui se détiennent, eux, et pourquoi ils commencent à parler de quelque chose quand ils en parlent au mois de mars, on ne comprenait pas trop. Si on a ce cumul-là de doute au niveau d'une troisième baisse des taux de la Fed et que Trump ne rencontre pas Xi Jinping, le marché, il devrait être extrêmement déçu et il devrait rendre beaucoup. Parce que là, pour moi, il n'a pas rendu beaucoup. Il a rendu quasiment rien du tout. Hein. Le marché, même sur le tweet de Trump, là, c'était à 23 heures. Mais si on prend, normalement, ouais, c'était ça. Ici, c'était. Donc, si on prend, elle fait son plus bas, même à l'ouverture ici. Elle est où 24 400. Donc, on clôture à 24 400 le vendredi à 22 heures. On n'avait perdu que 1000 points. On n'avait pas perdu tant que ça. On avait perdu quoi? Peut-être 3,5%. 25 400. On était arrivé à 24 400. Allez, on va dire. Voilà, on avait perdu pas tout à fait 4%. On venait d'avoir un tweet où Trump nous expliquait que la Chine allait réguler toutes les exportations pour tous les pays du monde de terres rares et que du coup, il réfléchissait il allait mettre au 1er novembre 100% de droits de douane par-dessus les droits de douane actuels et qui réfléchissait à d'autres sanctions. Et ça a fait perdre que 4% au marché, quelque part. Donc, qu'est-ce qui peut faire baisser ce marché? Alors, soit on n'en a perdu que 4% parce qu'on était proche de ces résultats-là, et on voit bien que depuis, vous voyez, on s'est mis dans un range finalement, hein, on n'arrive pas à casser les 25 000, c'est assez clair. On n'arrive pas à casser les 25 000, et chaque fois qu'on s'en approche, on n'arrive pas à casser les 24 400 à la baisse, d'accord? Donc, soit en fait, on reste dans ce range-là de 2%, entre le point haut et le point bas, en attendant les résultats, en attendant la Fed, et après, selon ce qui va se passer au sommet, on dégaze, ou si vraiment ils se rencontrent et ils tombent d'accord, on reviendra toucher les sommets des sommets, puisque du coup le contexte sera redevenu le même qu'avant, soit il va y avoir à un moment donné peut-être un cumul de mauvaises nouvelles où il ne faudrait pas trop que Trump joue avec ce cumul-là, parce que le marché, il peut très très vite s'emballer à la baisse comme il s'emballe à la hausse. Hein. Et quand même, on l'avait vu, pour moi, le 24 000, c'est un target immédiat. On voit bien cette droite-là verte qui
qui avait été travaillé depuis un bail, depuis même le début d'année. Si on devait repasser dessous, donc ça veut dire qu'on revient en dessous des 24 000. Et si on casse les 24 000, on a un target quand même assez évident, souvenez-vous, qui va à 22 000 points ici. 22,8, 22. Voilà. Okay. Donc, les 23 000 points, c'était, excusez du peu, que le plus bas du mois dernier. C'est que le plus bas du mois de septembre. Donc, ce n'est pas le plus bas de il y a 6 mois en arrière, 23 000 points, mais ça nous semble très, 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 très loin. Sauf plus bas du mois précédent. Ouais. Ici, regarde, plus bas du mois précédent, du mois de septembre, 23 025. Donc, c'était il n'y a pas longtemps, finalement, 23 000 points. 23 000 points, c'était il n'y a vraiment pas longtemps. 23 025. Bonne soirée, Maurice. Merci à toi. Ciao, Maurice. Et bravo. Donc, c'était vraiment il n'y a pas longtemps le 23 000 points ici. D'accord? Donc, si on doit venir à 23 000 points, bon, peut-être qu'il y aura une petite zone de bagarre, mais pour moi, le vrai target, c'est là. C'est 22 000 points. Okay, qui semble, regarder, assez net. Assez net. Je vais remettre pour dessiner. Voilà, qui semble assez net ici, le 22 000, puisque c'est vraiment la zone qui a fait de l'accumulation. Ouais, voilà. Allez, bon travail, Nabila. Donc voilà. Donc du coup, voilà où on peut être. Donc ce qui fait que cette semaine, à quoi on peut s'attendre, finalement, pour moi, la même semaine que celle qu'on vient de passer, soit à un moment donné, les mauvaises nouvelles commencent à prendre le pas et on arrive à rendre et on peut se diriger vers les 24 000. Est-ce que vraiment on pourrait avoir cassé les 24 000? Il faudrait qu'il y ait quand même de sacrées mauvaises nouvelles. Pour l'instant, il n'y a pas encore le feu qui se répand, comment dire, il n'y a pas encore le feu aux poudres, donc voilà, ça reste intriguant, ça reste que ça fait peur, et voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si ça tombe là, pour la semaine, il rebondirait à quoi? 24, 25 400, 24 400. Ouais, le 24 400, on voit que le 24 400, il marche assez bien, ça se voit. S'il devait encore revenir dessus, je pense qu'il devrait encore rebondir. Je ne vois pas pourquoi il arriverait finalement à le casser, comme je ne vois pas pourquoi il arrivera à casser 25 000 tant qu'on n'a pas les nouvelles intéressantes. Et les vraies nouvelles intéressantes, peut-être on peut faire, vous voyez, moi je pense peut-être avec les résultats de Tesla, s'ils sont vraiment bons, le 22, on peut tenter une percée alors toujours pareil, tenter une percée un peu avec le fameux HAV bottom, quoi, voilà, qui est pas très intéressant entre guillemets, parce que à un moment donné, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Donc il peut revenir, peut-être essayer là le point haut, mais pour moi il le tiendra pas. Il va pas casser même sur un résultat de Tesla. Le résultat de Tesla, ça peut l'amener là, et dès le lendemain, on peut rendre un petit peu plus tranquillement sur la fin de semaine. On aura 2 jours, jeudi, vendredi, pour rendre en fait et pour revenir sur le point du 25 000, voire 24 850, là, 880. Même si on finit la semaine vers ce point haut là, on est la semaine prochaine. En fait, finalement, on sera toujours quand même. Regardez, on finit la semaine quand même plutôt sur le haut du range. On finit pas la semaine sur le bas du range. Voilà, avec des nouvelles comme celles dont je viens de vous parler, avec des banques qui s'inquiètent des défauts de paiement des entreprises. Voilà, on finit sur le haut du range. Donc, les stats des entreprises peuvent nous permettre de titiller là le point haut, mais je les vois mal arriver à tenir ce point haut. À mon avis, on va venir essayer de le titiller. On sera sur un troisième passage, on le voit là. Premier passage, deuxième passage, troisième passage. On va finir par y arriver au fil du temps. Et pareil pour en bas. Premier passage, deuxième passage. Là, si on a des mauvais résultats d'entreprise, ce à quoi je ne m'attends pas du tout, mais sait-on jamais, si on a des mauvais résultats d'entreprise, il peut y avoir une chasse d'eau. Parce que là, à un moment donné, cumul de risque bancaire
et mauvais résultats d'entreprise, même chez des gros poissons, ça va commencer à faire la gueule. Hein. Alors, c'est pas un si beau rebond que ça, le 24 400. Ben, ça dépend quand est-ce qu'il arrive. S'il arrive en séance, En fin je de pense qu'il semaine, devra. non. Mais S'il en arrive en début, oui. séance, ça rebondira. S'il arrive sur la publication des résultats de Tesla, le lendemain, non, ce ne sera pas bon. Et au moment même de la publication, ça ne le tiendra pas. Parce Donc, qu'il peut dégazer, il peut partir en bas, en mode angoisse, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Okay. Mais ça dépend quand est-ce qu'il arrive. Si il arrive dans la journée de mardi, par exemple, je ne vois pas le risque. Voilà, d'accord. Ah, je ne vois pas le risque. Ouais. Voilà. Donc, même si on est sur plutôt un troisième passage, mais on peut se dire aussi, vous voyez, qu'on est sur des plus hauts de plus en plus, des plus bas de plus en plus haut, et des plus hauts de plus en plus haut aussi, quand même, normalement. Donc, il a le potentiel d'aller faire un plus haut encore. Et c'est pour ça que je pense que sur les résultats d'entreprise, il peut nous faire ce plus haut, mais pas le tenir. Voilà, il va nous faire le plus haut, il va nous refaire un plus bas plus haut. Et en attendant, en fait, vous voyez, en attendant, comme ça. De toute façon, pour moi, il va rester dans la boîte, là, toute la semaine. Quoi. Voilà. Sauf événements géopolitiques ou tweets dévastateurs, bien sûr. Mais dans une semaine lambda, il doit rester dans cette boîte parce qu'il attend la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la vraie semaine, la semaine qui compte, si on peut dire, puisqu'elle sera énorme en termes de résultats. Regardez, la semaine prochaine, on a quand même des gros, normalement, qui se présentent à nous. Et on a en plus un FOMC. Et on a en plus le 29, le congrès de Corée. Donc, Visa 28. PayPal, ça compte pas, PayPal? Non? Non, pardon. D'accord. Mercredi 29, on aura Microsoft, Google, Facebook, le même soir. OK. Ouais, ça va tous. Et jeudi, on a Apple, Amazon, le même soir. D'accord? Donc, la semaine prochaine, ça va secouer, sachant que le mercredi, quand on aura Microsoft, Google et Facebook, on aura eu juste avant, excusez du peu, la réunion de la Fed. Si je m'abuse. Hein. Quand ça, jeudi? Non, mercredi 29. Ah, mercredi. Ah, 29. Non, moi, je regarde 22. 29, je sais pas. Voilà, décision de la Fed sur les taux. Donc, le 29, ça va secouer. Le 29, là, il va prendre une décision. Soit il va exploser ce 25 000, soit il va exploser ce 24 000, que ce soit 400 ou même 24 000. Mais il va prendre une décision. Et après, c'est normal, il aura de quoi. Et le 29 démarrera le sommet en Corée. Et on aura soit mercredi 29, soit jeudi 30, soit vendredi 31, une rencontre entre Xi Jinping et Trump. Voilà. Qui dit rencontre, ils ne se rencontrent pas pour se demander comment ça va. Hein. Normalement, ils se rencontrent pour sortir avec un accord. Parce que s'ils n'ont pas d'accord à la fin de la rencontre, le lundi, je peux vous dire que ça va swinguer aussi parce qu'on va se dire, attends, ils se sont rencontrés, ils n'ont pas trouvé d'accord. Ça veut dire quoi? Quelle sauce on va être mangé? Et au 1er novembre, pour rappel, les dernières publications, parce que Trump, il a tweeté que finalement, Xi Jinping, il avait juste eu un mauvais moment et qu'il n'y avait pas et qu'il n'y avait pas en gros lui, une volonté de nuire et que lui non plus, il n'avait pas de volonté de nuire aux USA. Mais pour l'instant, il n'a pas dit au 1er novembre, il n'y aura pas de sanctions. Et il n'a pas dit au 1er novembre, les Chinois ne mettront pas de protocole d'exportation sur les terres rares. Donc peut-être qu'au 1er novembre, ça va nous tomber sur le coin de la gueule. Ça tombe bien, c'est un samedi. Hein? Ça tombe bien, oui et non, parce que souvenez-vous, qu'est-ce que je vous ai toujours dit? C'est que quand il y a des décisions très importantes, elles tombent toujours le week-end. Pour qu'il y ait une phase d'acceptation avant le lundi. Donc, peut-être qu'ils savent tous les deux que le samedi 1er novembre, ils vont nous annoncer qu'ils ne sont pas d'accord et qu'il y a 100% de droits de douane sur les produits américains, les produits chinois,
plus les 30% actuels, et que toutes les terres rares chinoises seront exportées. Et qu'est-ce que va répondre la Chine à cette augmentation des taxes douanières? Ça, on verra. Elles vont leur interdire des terres chinoises, c'est tout. On La verra. dernière fois, ils avaient fait ça pour les trucs de radar. Juste On verra. 3. Donc, du coup, quid? Gros Juste quid. 3 terres. Hein. Alors, je pense, honnêtement aussi, que l'administration Trump nous le dit. Elle regarde comment réagissent les marchés pour prendre une décision. Ça veut dire aussi un petit peu, selon moi, que si les résultats d'entreprise sont bons et que si la Fed a baissé ses taux et que si le 1er novembre, au moment où Xi Jinping est censé rencontrer Trump, le marché il est à 26 000 points, peut-être que Trump aura plus la main ferme ou plus de couilles que si le marché il est à 23 500, quoi, en gros. Ou à 23 000. Hein, voilà. Donc, pour l'instant, on peut pas savoir. En tout cas, on est dans un monde un peu risqué et difficile. On ne parle pas de récession, mais quand même, ce ne sera pas non plus très, très évident. J'espère que c'était clair pour vous. C'était un sujet pas super facile avec notamment le marché monétaire interbancaire et la disponibilité de liquidités. Mais voilà, c'est un vrai sujet, notamment qui est apparu là cette semaine aux États-Unis et avec des déclarations assez fortes de présidents, notamment de banques importantes comme JP Morgan. Et c'est ça qui a maintenu ces effets quand même un peu de baisse sur le marché, parce qu'on voit bien que dès que le tweet de Trump avait été lu, le marché repartait pour partir pleine balle au-dessus de 25 000. Si on n'avait pas eu ces déclarations-là, on n'aurait jamais eu ces bougies-là. On aurait explosé les 25 000. Ici, il n'y a quasiment que du bleu, quoi. Voilà. Donc, il y a 3 bougies rouges en une demi-journée. Alors que là, après, il y a toute la journée rouge. Voilà. Tu disais, pardon? Tu dis, chaque fois que ça touchait, ça s'effondrait. C'était douloureux, quand même. Putain, ouais. 24 950, 25 allez 100. Chaque fois que ça faisait ça, boum, boum. Même deux après-midi à 5h30, c'est tombé. À 5h, entre 5h et 5h30. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on est bon? Personnellement, non. Je parle tout le temps. Alors. Bon, la prochaine fois, alors, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui nous explique le marché interbancaire. Alors, Ah, pas moi, parce que je parle tout le temps un peu à vous. Ah ouais. Ah, c'était dur quand même, ce truc. Hein. C'était pas évident, mais en gros, on a compris quand même. On n'est pas gneu. Mais. Allez, parfait. C'est que on capte pour la semaine. C'est ça qui est donc, bon, je vais quand même marquer que vous pouvez vous marquer en gros qu'on devrait être sur une semaine de range. Moi, je vais me marquer. Et que je pense que de toute façon, on n'aura pas l'IPC ni le PMI, à mon avis. Ah non? Tu crois Non, que non? je pense pas. Moi, j'étais content. Donc, avec en point haut 25 000, potentiellement, allez, peut-être une tentative à 25 250, hein, mais qui ne tiendra pas. Et un point bas à 24 400, on a dit, mais qui ne tiendra pas non plus. Qui tiendra, pardon. 24 400. Ok. Allez, belle soirée à tous et à demain pour le live. Ouais. À vous. Olivier, juste, je ne sais pas si tu as vu, j'ai demandé si on pouvait décaler le rendez-vous, le clic là, de demain, la réunion visio de demain. Ça m'arrangerait vers 10h si c'est OK pour toi.